Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 3 décembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour terminer la semaine, focus sur le NFP, l'un des principaux quand même catalyseurs de cette semaine. Pour rappel, c'est les données sur l'emploi aux États-Unis. Alors hier, quand même, Wall Street a entamé un puissant rebond après la débâcle de la veille, alors qu'on avait quand même eu l'annonce d'un premier cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus aux États-Unis et que les investisseurs s'interrogeaient justement un peu sur l'évolution de la pandémie. Alors que la dangerosité du variant Omicron détecté en Afrique du Sud n'a pas encore été déterminée, on a quand même des pays à travers le monde qui ont pris de nouvelles mesures sanitaires et restrictions aussi frontalières. Alors, les États-Unis avaient confirmé mercredi un premier cas dans le pays, en Californie, et cela a contraint les assurances privées à rembourser les tests de dépistage effectués à domicile par les particuliers, comme l'avait annoncé Joe Biden. En parallèle, Joe Biden a encore une fois voulu être rassurant. Ça aussi, ça a permis au marché de rebondir en disant qu'il n'y aura pas de nouveau confinement aux États-Unis. Donc forcément, c'est ce que redoutaient un peu les investisseurs, car vous imaginez bien que si demain on reconfine à nouveau les pays, eh bien, on peut s'attendre à une grosse dégringolade de la part des marchés, encore une fois, et cela viendrait un peu plomber tout le travail qu'ont fait en tout cas les banquiers centraux depuis de nombreux mois, et surtout viendrait impacter fortement la reprise économique et les perspectives de croissance à venir pour 2022. Maintenant, reste à savoir si hier on a eu un simple rebond technique ou un début de reprise haussière. Je trouve le marché toujours fragile, un peu plus robuste aux États-Unis, mais franchement fébrile en Europe. Donc l'attention est tournée vers la publication vendredi des données sur l'emploi en novembre aux États-Unis. Ce matin, en Europe, dans le sillage de Wall Street, eh bien, on évoluait en hausse avec un léger gap, puis derrière, c'est quand même vachement retombé. On est de nouveau un peu dans le rouge, en légère hausse. Là, je regardais à nouveau, mais bon, on est venu combler le gap. En légère baisse à la mi-journée, les opérateurs analysant aussi les indicateurs en zone euro et optant surtout pour la prudence avant la publication à 14h30 du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Donc, concernant le NFP, les économistes sondés par Reuters s'attendent à l'annonce de 573 000 créations nettes d'emplois en novembre, après 531 000 le mois précédent. Et ils prévoient également un recul du taux de chômage à 4,5 contre 4,6 en octobre. Donc des données plutôt encourageantes pour le mois de novembre. Donc maintenant, reste à savoir comment les marchés vont interpréter les différentes données cet après-midi. Côté macro, en zone euro, on a eu la croissance de l'activité du secteur privé qui a accéléré un peu moins qu'initialement estimé au mois de novembre, après avoir connu une période de ralentissement de 3 mois. L'indice PMI composite de la zone euro s'est redressé à 55,4 en novembre contre 54,2 en octobre, et l'indice est quand même inférieur à l'estimation provisoire de 55,8 publié fin novembre par IHS Markit. Par ailleurs, eh bien, les opérateurs continuent de surveiller l'évolution de la situation sanitaire, et en France, justement, 9 cas d'infection au variant Omicron ont pour le moment été recensés. Donc là, pareil, si on a une propagation du virus, surtout une propagation du virus à travers les différents pays en Europe, forcément, ça va pénaliser les marchés européens. L'Allemagne a été assez radicale et n'exclut pas même
de refermer les bars et les restaurants pour limiter la propagation du virus. Donc là encore, forcément, ces mesures-là devraient impacter très clairement la première économie d'Europe et par conséquent les perspectives de croissance pour la fin de l'année. Côté macro, ici voici un autre graphique concernant les ratios boursiers. Je vous ai montré plusieurs ratios avec des entreprises qui avaient des PER stratosphériques, en vous expliquant aussi que ces ratios, il fallait les prendre avec quand même des pincettes. Ils sont toujours valables, certes, mais à cause ou grâce, tout dépend de comment vous voyez les choses, mais en tout cas, par l'action des banquiers centraux avec les liquidités et la masse monétaire pharaonique qui a été déversée sur les marchés financiers, forcément, ça a fait exploser la plupart des ratios boursiers, que ce soit l'indicateur de Warren Buffett, les PER, et ici, c'est le price to sales. Et pareil, on se rend compte que ce ratio, depuis le début de la crise, a complètement explosé et atteint des niveaux records qu'on n'avait pas vus depuis 2000. Donc, est-ce un nouveau paradigme ou est-ce le début d'une bulle? En tout cas, quand même, toujours prendre du recul. Ce sont des indicateurs et des ratios boursiers pertinents, mais qui ont été déstructurés, si vous voulez mon avis, par la masse monétaire qui a été injectée sur les marchés. Et ici, en fait, ce ratio boursier se calcule en divisant la capitalisation boursière d'un titre par le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ainsi, telle entreprise vaut 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 10 fois son chiffre d'affaires. Ici, donc, au plus haut, on avait atteint quasiment les 20-25%. Et là, on se rend compte, enfin, c'était durant l'éclatement de la bulle des dot-com, où il y a des entreprises qui ne valaient pas un copec qui étaient survalorisées. Et aujourd'hui, bon, c'est différent. Cette hausse est due, comme je vous le disais, essentiellement par la forte reprise économique, certes, qu'on a eu un peu partout dans le monde, mais aussi par les injections de liquidités des banquiers centraux. Et donc, force est de constater qu'on a pulvérisé tous les records, et qu'on a atteint des niveaux quand même assez impressionnants. On a des entreprises qui ont un price to sales supérieur à 10 et surtout on a atteint maintenant un peu plus, je dirais 35% des entreprises qui ont un price to sales supérieur à 10. Donc là, pareil, des ratios qui nous mettent, j'ai envie de dire, la puce à l'oreille sur le niveau de valorisation de certaines sociétés. Donc, encore une fois, toujours pertinent d'analyser ces ratios et de se dire que d'effectuer en tout cas une sélection drastique sur les titres sur lesquels vous allez investir et ne pas céder un peu au syndrome du FOMO sur les sommets. Car là, effectivement, on est quand même assez haut. On peut très bien atteindre les 40, les 50%, mais tôt ou tard, à mon avis, comme on dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. On risque d'avoir un dégonflement de ce ratio et une purge des sociétés qui sont montées un peu trop vite par rapport à leurs bénéfices, à leur chiffre d'affaires et à leur valorisation actuelle sur les marchés. Et justement, pour faire le lien ici, c'est l'ETF ARK. Alors, l'ETF ARK, le fonds ARK, surtout, si vous ne connaissez pas, c'est Cathie Wood qui gère ce fonds. Donc, c'est une célèbre gérante aux États-Unis qui a un ETF innovation basé surtout sur les valeurs dites de croissance. Donc, les valeurs de croissance, ce sont les valeurs technologiques. Et ici, son fonds bat de l'aile depuis un petit moment maintenant, depuis début 2021, et plusieurs spécialistes comparent justement le schéma que prend le fonds ARK, basé sur que des valeurs de croissance, des nouvelles valeurs, hein. Il n'y a pas que du Amazon, du Facebook, du Tesla,
ce fonds est bourré de valeurs dites de croissance, mais aussi des valeurs un peu spéculatives. Et on constate très clairement en fait que on est en train de prendre la même dynamique que le Nasdaq durant les années 2000. Donc là, en bleu, vous avez l'évolution du Nasdaq durant les années 2000 avec l'éclatement de la bulle des dot-com derrière, donc grosse accélération ici, dernier rallye, hop, cassure, rebond, et derrière de nouveau la dégringolade. Et c'est vrai que c'est quand même scotchant de voir la similitude. Alors, ça ne veut pas dire que le schéma va se reproduire, hein. Comme je vous le disais juste avant, on dit souvent en bourse que l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle rime. Et ici, si on regarde le fond de Cathie Wood, ARK, pareil, en l'espace de 18 mois, le fonds a plus que triplé. Il a quadruplé même, on est passé quasiment de 40 on a fait un pic à 160, grosse dégringolade en milieu d'année avec la remontée des rendements obligataires qui avait quand même secoué une première fois le Nasdaq, et derrière le fonds ne s'est jamais véritablement remis un peu de cette première débâcle, on a consolidé dans un range, et justement là, en milieu de semaine, on consolidait, on a cassé, il y a eu un niveau d'alerte quand même qui a été déclenché sur son fond, puisque on a cassé le bas du range dans lequel on évoluait maintenant depuis plusieurs mois. Donc pareil, prudence, car si on a quand même un premier fond qui décroche, ça pourrait avoir des conséquences aussi sur les marchés derrière. Donc là, pour l'instant, le pire n'est pas certain. On se trouve à la croisée des chemins. Je voulais quand même vous montrer cette similitude assez frappante avec le Nasdaq durant les années 2000. Mais dites-vous bien que si on a des fonds d'investissement qui commencent à décrocher lourdement en bourse, ça pourrait derrière avoir un impact assez important sur l'ensemble des marchés. Côté graphique, direction notre indice national, le CAC 40, qui ne fait strictement plus rien. Je considère toujours qu'il faut vendre tous les rebonds. La stratégie de la semaine n'a pas changé. Pour moi, on est toujours dans un flux baissier, suite au gap de rupture, très clairement. Le marché avait besoin de respirer, donc il a repris un peu de hauteur. On avait cette divergence, donc pourquoi pas avoir joué le rebond technique. Mais globalement, je pense quand même qu'on s'inscrit dans un flux baissier et qu'on va aller sûrement revisiter les 6685, voire les 6570. Donc, je privilégie toujours des ventes sur rebond pour le CAC 40. Ça reste actuellement la meilleure stratégie. Là, en données hebdo, bon, pas grand-chose. Une semaine plutôt d'hésitation, balle au centre. Voyons voir quand même la clôture ce soir, notamment avec le NFP. Mais ici, on a quand même un vilain chandelier de retournement qui a quand même été validé, l'avalement baissier. Bon, on a déjà quand même bien purgé, mais comme je vous le disais, on peut toujours aller chercher plus bas. En données 4 heures, c'est fébrile. C'est fébrile, tous les rebonds sont revendus, on a ouvert avec un gap, et là actuellement on est sur support, mais je pense qu'il va falloir continuer de revendre tous les rebonds sur le CAC 40 pour aller chercher, là j'avais déjà un TP à aller chercher pour celles et ceux qui ont revendu les 6009 suite à la touchette sur Kijun ici, donc premier TP à prendre, mais je continue à penser qu'il faut continuer de taper sur le CAC pour aller chercher plus bas, 6685, et donc pareil, à chaque fois que le CAC rebondit de 20, 30, 40 points, hop, appuyer sur le bouton et continuer à vendre cet indice. Car très clairement, c'est baissier sur toutes les unités de temps, daily, 4 heures horaires. Le gap de ce matin, malgré l'énorme rebond qu'on a eu à Wall Street, vous voyez que c'est complètement retombé. Il y a vraiment il n'y a plus de carburant. J'ai le sentiment que là, les acheteurs manquent de carburant, on tente de sauver un peu les meubles, mais qu'on est dans une phase de stabilisation ici et que le gros de la baisse est encore bien présent, qu'on se stabilise et que les vendeurs devraient de nouveau enfoncer le clou pour aller chercher plus bas. Donc je vise toujours 6685 points dans les jours à venir et je n'exclus pas même un excès baissier, une dernière vague de baisse à 6570 points. Concernant le DAX,
c'est toujours et encore la même stratégie de vendre tous les rebonds. Là, c'est pareil et je me demande si on n'est pas. Je vous parlais d'un range et j'ai le sentiment qu'on est dans un fanion presque sur le DAX. Juste ici, qu'on a un très beau fanion qui sera en cours de formation, donc à suivre. Mais c'est baissier. En fait. On se met en horaire, on se met en 4 heures, accélération baissière, phase de stabilisation, donc pareil, à suivre. Mais je pense que si on casse l'oblique ici et qu'on casse le précédent plus bas juste là, on devrait de nouveau accélérer en direction des 15 000. Et si on est dans un fanion, on peut même aller chercher bien plus bas, 14 800, très clairement. Donc ça, ce serait un TP2 à aller chercher. Mais pour moi, je continue à chercher, je pense qu'il faut continuer en tout cas à chercher des ventes sur tous les rebonds. Dès que l'indice reprend de 200, 150 points, et bien, leur taper sur la tête, y aller chercher plus bas. Continuer pour casser cette sorte de fanion dans lequel on évolue, peut-être un range. Je suis encore incertain sur la figure chartiste. Soit on part dans un range, dans ce cas-là, direction la borne basse. Sinon, si on est bien dans un fanion, si on reporte le bas, ça fait très mal et on peut aller bien plus bas. Donc avec un objectif pour moi, ce serait TP1 bas, TP2 ici. Et là, si on casse, on verra ça plus tard, on n'y est pas encore, mais on pourra aller chercher de nouveau bien plus bas. Mais les vendeurs gardent la main, dites-vous bien ça. On est toujours dans un flux baissier. On a eu un gap de rupture juste ici, au-dessus de nos têtes. Autant les US, c'est un peu plus solide, mais le DAX, je trouve, comme le CAC, vachement fébrile, vachement fragile, et je constate que tous les rebonds sont vendus actuellement par les vendeurs. Donc, je pense que tant qu'on est sous 15 550, il faut chercher des ventes sur l'indice pour aller chercher 15 100, 15 000 et 14 800. Le Dow Jones, encore une fois, impressionnant rebond des US. On est sur zone, de nouveau. Je m'attendais à un rebond, enfin une fin de rebond ici, dans cette zone-là. Bon, ça a plutôt tenu, on est revenu sur une belle zone, mais encore une fois, hein, les US sont vraiment très très solides. La zone d'achat idéale, vous connaissez la zone, c'est ici, hein, c'est 33 700, 33 800. Donc ça, ce sera un niveau à surveiller pour la semaine prochaine. Mais ici, on a vraiment une très belle zone qu'il faudra mettre à profit si l'indice vient taper ce niveau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a eu un beau rebond technique. Ça reste baissier. Très clairement, ça reste baissier. On s'inscrit plutôt dans un rebond technique. À voir cet après-midi ce que vont donner les données sur l'emploi américain. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra revendre un peu plus haut. Là, on a fait une belle baisse. Et maintenant, ce serait intéressant de mettre un peu les ratios de Fibonacci. Et dans ce cas-là, ce serait aux alentours des 35 000 points pour retenter de nouveau des ventes dans un premier temps. Là, si on poursuit le rebond, je pense qu'il faut arrêter de vendre et chercher plutôt des ventes dans cette zone-là, 35 000, 35 100. Maintenant, si on bascule sur les futurs, on est dans la zone, pareil, si je cale mon Fibonacci, bon, autant le niveau des 50, ça ligne parfaitement dans la zone. Autant le 38.2, il ne s'aligne pas dans une zone clé. Donc là, on est vraiment sur la zone, la prochaine zone de résistance. Encore une fois, hein, la zone idéale d'achat se situe un peu plus bas. Maintenant, ça reste baissier. C'est vrai qu'ici, on a quand même eu un bel avalement durant la nuit. Voilà pourquoi je me méfie toujours et le sentiment qu'il faut quand même continuer à chercher des ventes. En tout cas, là on est sur zone, on a eu un bel avalement baissier. Bon, ce qui m'embête, c'est de vendre, de proposer une stratégie à la vente juste avant le NFP. Ça n'a aucun sens. Mieux vaut attendre la statistique, voir comment elle tombe, avoir un peu de retard. Et si le marché décide de ne pas payer, eh bien, on aurait une confirmation de cet avalement et de nouveau revendre avec un stop loss au-dessus
pour viser la zone basse. Et en TP2, c'est la fameuse moyenne mobile 50 hebdomadaires à aller chercher. Voilà, actuellement, on est dans le range. À court terme, on a un range daily. Voilà, si je peux bien me le tracer. Donc, à surveiller. Soit on part, effectivement, on a le signal à 14h30, ça part à la baisse. Dans ce cas-là, double creux, bien, on vend avec un stop loss au-dessus. On essaye de prendre quelques points pour aller chercher la zone. Et si elle casse, eh bien, on espère une accélération un peu plus bas. Si on a une sortie de range par le haut, eh bien, je pense qu'il faut laisser la hausse se poursuivre et attendre la prochaine zone pour revendre. 35 000, 35 100. Voilà le plan que j'ai actuellement. Mais ici, malgré l'avalement baissier 4 heures, je trouve que c'est un peu tôt et un peu risqué de faire un peu un pari à la vente, sachant que je n'ai pas de boule de cristal et j'ai absolument aucune idée des chiffres qui vont tomber et surtout de savoir comment les opérateurs vont interpréter les données. Mais globalement, voilà un plan à surveiller cet après-midi et aussi en début de semaine prochaine, si jamais on reste un peu toujours bloqué dans ce range horaire. L'euro-dollar, pareil, pas de plan de trading, hein, bien évidemment. Avec le NFP, on va éviter de se prendre les portes de saloon. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Ici, c'est plutôt du suivi, enfin pas du suivi de position, mais le plan à adopter si les prix arrivent sur tel ou tel niveau. Donc la préparation d'un plan de trading, j'ai envie de dire, mais il n'a pas changé. Vous connaissez toujours le plan. Ça consiste à vendre la borne haute du range à 1,1370 pour aller chercher 1,12. Actuellement, on est au milieu de nulle part. L'euro-dollar ne m'intéresse pas. Soit il nous fait une rotation complète, on l'attend à 1,1180, soit il a la force de remonter ici à 1,1370. Et dans ce cas-là, encore une fois, sur signal, il faudra revendre l'euro pour aller chercher TP1, TP2 et ainsi de suite. Et continuer à faire ce schéma-là, cette stratégie-là, tant qu'on évoluera à l'intérieur des deux bords. Mise en place d'une stratégie ping-pong. Là, en données 4 heures, non, franchement, c'est balle au centre, rien à dire. On est entre une résistance et un niveau de support. Indécision de la part du marché, donc attendons encore une fois les zones clés pour intervenir sur le marché. Le GBP USD. Le GBP USD, finalement, l'avalement n'a pas été validé. Je vous disais de surveiller la zone. Si on clôturait au-dessus des 1,3350, pourquoi pas tenter des achats, mais ça reste baissier. On ne va pas se précipiter sur le GBP USD. Je guette toujours la zone idéale. Voilà. Ici, on est à la zone hebdomadaire. Certes, on bute encore quand même sur ce bas de canal ici, couplé à notre support horizontal, mais la zone idéale d'achat reste, comme on l'a vu hier, je crois, ici, reste la zone de polarité. Ici, on a une énorme zone hebdomadaire. On est venu la chatouiller une première fois sur mèche, mais globalement, j'aimerais une incursion un peu plus profonde pour vous proposer une stratégie à l'achat avec un stop en dessous pour viser un rebond technique sur les 1,3350. Et si on casse ce niveau, on ira chercher plus haut. Mais pour l'heure, c'est trop tôt, je reste à l'écart et il faut attendre la zone. Attendre la zone, on est maintenu en échec sous la résistance d'un 33,50. On est prisonnier entre ces deux niveaux, mais je pense que le marché pourrait vraiment aller chercher ce niveau-là. Donc à surveiller la semaine prochaine, mais un plan que j'aimerais bien envoyer prochainement, en tout cas. Le NZD-USD et l'AUD-NZD, des plans qui se déroulent pas très bien, voire même qui sont invalidés. Ce qui m'embête, c'est la zone en fait. C'est de me dire que cette zone-là, est-ce qu'elle va céder maintenant? Enfin,
comme je vous le disais, on est sur un bas de range ici. Pour moi, on est sur un bas de range, on est sur une zone hebdomadaire. Donc, je m'attends à une réaction du marché. D'un autre côté, on est exposé au dollar sur cette paire. Et donc, avec le NFT, c'est un peu casino. C'est ça qui me dérange. Et parfois, peut-être que je me trompe, mais parfois, il faut peut-être couper le trade en perte, là, pour celles et ceux qui avaient pris la divergence et placé le stop loss juste en dessous. Donc oui, il y a une perte latente à mon avis, mais c'est pas évident. C'est franchement pas évident. C'est quitte ou double avec le NFP cet après-midi. Soit le NZD rebondit, et dans ce cas-là, on fait le double creux et ça confirme la divergence et ça repart. Soit on part en pleine balle en direction du sud, on brise la zone. Et là, malheureusement, on est en perte latente sur ce trade. Et avec un catalyseur comme l'emploi américain, ça me dérange un peu d'être en mode espoir. Voilà. Donc, normalement, il faudrait couper la position. Car c'est un peu du loto, on va pas se mentir, de rester en position ayant aucune marge de manœuvre. Après, encore à vous, selon votre money management et votre gestion du risque, à vous de voir si vous souhaitez prendre le risque. Au pire, vous ferez stopper plutôt de couper avant. Mais c'est vrai que le deuxième point qui m'embêtait pour couper, invalider ce trade, ça reste la zone hebdomadaire. Voilà, c'est qu'on est sur une très belle zone hebdomadaire. On aurait juste un support 4 heures, je vous aurais dit on coupe le trade, c'est la fin, invalidation totale, tant pis, on prend la perte. Là, on est sur zone et je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'on est dans un range et que le marché ne va pas casser tout de suite cette zone. Donc, je vous donne mon avis, mon opinion, libre à vous maintenant d'adopter la stratégie qui vous semble la meilleure selon vos gestions du risque. L'AUD-NZD, c'est pareil, décidément, sur la devise en NZD, je n'ai pas été très bon cette semaine et je pense qu'on est en train de valider, le double creux. Et qu'au final, la paire va partir dans un range, ici. Donc là, à mon avis, le stop loss a été touché, très clairement. Donc, invalidation du trade. Comme d'habitude, hein, je fais toujours le suivi. Mais ici, je considère qu'on a été stoppé. Voilà, je vous disais de mettre le stop sous cette zone. Et donc, c'est pas grave, on ne peut pas avoir des trades gagnants à tous les coups. Et fin du trade ici. À mon avis, le stop loss a été touché. Double creux invalidé, très clairement. J'espérais une consolidation un peu dans un canal, voire un drapeau. Au final, ça ne prend pas du tout. Et je pense que le marché va finalement bloquer sur ce niveau et va partir dans un range. Donc l'AUD-NZD, voilà le nouveau range. Et globalement, je reviendrai plus tard sur cette paire. Voilà, ici on a un beau niveau de support intermédiaire. Et juste ici. Et voilà, tant pis, ça arrive, mais à mon avis, on va partir dans un range plus conséquent. Donc, pour avoir deux styles de range, le premier comme cela, et le deuxième à venir, ce serait celui-là. Donc voilà les niveaux qui vont m'intéresser maintenant sur cette paire. Tenter des achats soit ici, soit là, vendre soit ici, soit en haut. Globalement, si on part dans un énorme range daily, ça donnerait borne haute, borne basse. Et si on a un range intermédiaire, c'est ici et là. Voilà les deux niveaux. Mais là, pour moi, invalidation du trade, on prend sa perte et on reviendra plus tard sur cette paire quand elle reviendra sur des niveaux clés pouvant offrir quand même un scénario en swing trading. C'est tout pour le Forex. Si très rapidement aussi un plan quand même que je vais
suivre avec vous, que j'ai envie d'envoyer pour la semaine prochaine, c'est l'AUD-USD. Bon, on va sûrement atteindre le TP3. Pour ma part, j'estimais qu'on avait fait une grosse partie de la baisse suite à la cassure par le bas de ce canal, cassure de la zone. C'est vrai que je vous disais que la bougie mensuelle était quand même juste très belle et qu'elle invitait à une baisse un peu plus profonde. Néanmoins, j'estime pareil qu'on arrive sur une très grosse zone de prix. On va arriver sur une grosse zone de prix juste ici. Voilà. Donc là, avec les clôtures ici, on est venu tester le marché, pullback, hop. Donc là, on a une zone de polarité intermédiaire et ce serait intéressant de tenter de jouer un rebond sur cette zone à court terme. Voilà, on n'y est pas encore. Surveillez cette zone, c'est 0,7020, 0,7040, mais je m'attends à un rebond quand même de cette paire. Généralement, je ne pense pas qu'on va partir pleine balle en direction du sud, mais c'est un très beau niveau. Et donc là, il y aurait un beau trade à prendre juste pour jouer le rebond technique. Sur ce niveau, pour espérer revenir sur les 71-75 et ainsi revendre pour aller chercher plus bas. En tout cas, c'est mon scénario. C'est ici laisser le marché finir son dégringolade. Sur signal, divergence ou sur des unités de temps un peu plus courtes, jouer le rebond pour viser cette zone-là et retaper à la vente pour espérer cette fois-ci une cassure et viser plus bas. Donc un plan que je surveillerai en tout cas pour la semaine prochaine. Le silver, je reviens dessus car on est sur un niveau clé. À surveiller aussi, pour l'instant, c'est baissier. Il n'y a aucun signal technique de retournement. On est juste sur un très beau niveau clé, à savoir la borne basse de ce range. Donc, pour l'instant, absolument rien à faire, mais surveillez la clôture de cette bougie. Elle donnera déjà un premier élément sur la direction à venir des prix. Car effectivement, si on clôture sous la borne basse du range, attention, on évolue quand même dans un range depuis pas mal de temps. Là, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on avait l'épaule tête épaule inversée et qu'on n'a pas réussi à faire la rotation complète. On n'a fait qu'une rotation partielle et là, on tente d'enfoncer la borne basse. Donc, à surveiller, on est sur un très beau niveau. Je le reconnais, néanmoins, je voudrais un signal technique. Donc, pas à prendre tout de suite, à surveiller pareil pour la semaine prochaine, notamment en fonction de la clôture hebdomadaire. Hein, globalement, on a toujours réussi à sauver les 22,30, donc là, à surveiller, mais en données daily, c'est frileux. On n'a pas du tout de bougie flux, on n'a pas de bougie de retournement, donc pas de précipitation. Et éventuellement une petite divergence qui est en train de se former. Voilà le seul élément intéressant. Mais une petite divergence à confirmer, mais ça reste quand même très fébrile. Mais effectivement, on se trouve sur un niveau clé. Maintenant, laissons faire le marché. Voyons, attendons de voir si on a une bougie flux un peu qui permet de nous dire c'est bon, la borne basse du range est préservée. On peut tenter des achats pour protéger très vite, aller chercher la MM50 et retourner sur la résistance intermédiaire vers les 24 et les 24,80. Le gold, forcément, c'est à peu près la même chose, mais lui, je trouve qu'on a quand même une dégradation technique actuellement, et je l'attends plus bas. Car là, on va pas se mentir, mais la clôture, rien n'est fait, hein, rien n'est fait, mais la clôture hebdomadaire n'est pas belle. On va repasser sous la zone. On a une quantité d'indicateurs techniques au-dessus de la tête, comme je vous le disais, donc je pense qu'il serait judicieux d'attendre un retour sur les 1750. Pareil en données daily, sous le nuage, sous MM50, 4 heures, enfin, sous MM50, sous MM200, sous Tenkan, sous l'oblique. Bon, on a quand même
pas mal d'éléments importants juste au-dessus. On a eu cette bataille dans le range toute la semaine. Finalement, bon, c'est les vendeurs qui ont pris l'ascendant psychologique. Et ici, pour moi, on se trouve un peu au milieu de nulle part. Donc, je préfère laisser les vendeurs poursuivre leur baisse pour surveiller les prochains niveaux à 1750 et 1725. Néanmoins, je guette toujours la clôture hebdomadaire. Si la clôture hebdomadaire est sous la zone, le marché devrait logiquement aller chercher les 1750 dans un premier temps. Voilà ma vision en tout cas sur le métal jaune, mais un marché assez capricieux, très capricieux et qui ne réagit pas beaucoup à l'aversion au risque qu'on a eu sur les marchés depuis plusieurs séances, pénalisé par un dollar qui est quand même toujours fort et la remontée aussi des rendements obligataires. Donc forcément, c'est surtout les rendements obligataires qui drive le métal jaune. Et actuellement, bah, la hausse des rendements empêche forcément le métal jaune de reprendre de la hauteur. Le pétrole, c'était assez swing hier. On a quand même eu plusieurs annonces de l'OPEP. Suite à ça, grosse réaction sur la zone mensuelle. Donc, celles et ceux qui ont eu l'audace de payer ici, quand le pétrole, après les annonces, perdait 5%, eh bien, bravo à vous. Franchement, alors oui, c'était une belle zone. C'est une zone mensuelle, effectivement. Mais il fallait avoir le courage de payer cette zone. Donc, si certains d'entre vous avaient repéré cette zone et ont quand même appuyé sur le bouton achat, eh bien, félicitations, car derrière, on a un superbe rebond du pétrole. Alors, le pétrole, il est surtout drivé par les fondamentaux en ce moment, par les news qui peuvent tomber à droite à gauche, donc, et il est extrêmement volatile. Donc, méfiez-vous, intervenez sur les bons niveaux et allez-y doucement sur l'effet de levier et sur la taille de vos positions. Maintenant qu'on a atteint la zone mensuelle, place au rebond et je verrai bien un range à venir, un gros range, comme ici. Et je pense qu'il faudra revendre le pétrole vers les 73,25. Voilà mon scénario pour la semaine prochaine. Donc là, on a le gros de la zone qui a été fait. En clôture, ça a tenu. Mais je verrais bien un range 73,25, 74. En tout cas. Donc là, place au rebond. Si vous étiez acheteur ici, eh bien, bravo. Pensez à prendre des bénéfices ou attendez au moins les 73,25. Mais là, pour la semaine prochaine, je vais surveiller ce niveau. Et si on est maintenu en échec, je pense qu'il faudra de nouveau revendre le pétrole. Inversement, si on casse, là par contre, on aurait peut-être un changement de dynamique. Pour l'instant, je verrais bien un range à venir et pourquoi pas tenter de nouveau des ventes à l'approche de cette résistance. Ici. Et surtout que j'aimerais que la même 4 heures redescende sur ce niveau-là pour tenter d'aller d'aller chercher ce niveau, puis ce niveau-là. En données hebdo, bon, une belle incursion sous la MM50, mais ça tient, logiquement ça devrait tenir. C'est toujours sous l'oblique. De toute façon, il y avait un canal haussier ici, on a cassé la borne basse de ce canal. Donc voilà, le sentiment qu'on est en train que la dynamique haussière est assez fragilisée et que le pétrole pourrait je vois mal le pétrole repartir pleine balle en direction des 90, mais plutôt commencer à se stabiliser dans un gros range. Et là, quand on voit la bougie hebdomadaire actuellement, ça montre vraiment l'indécision du marché. Donc, pour l'instant, je reste à l'écart, surveiller les grosses zones clés, surtout en données 4 heures.
Le light, c'est à peu près la même chose. De toute façon, en données 4 heures, on est bien venu taper la zone mensuelle aussi. Je l'attends plus haut. Je pense que le rebond va se poursuivre, mais je l'attends plus haut. Sur une semaine, bon, c'est un copier-coller du Brent, hein, la M50 est préservée. En données daily, petite divergence, ouais, toute petite, franchement, juste ici. Toute petite divergence aussi. Elle est vraiment rikiki. Bon, ça tient, ça permet le rebond. Voilà pourquoi je pense que le pétrole devrait continuer de grimper encore un peu plus haut, mais se stabiliser dans un range. Donc je l'attends vers les 69, 70, 69, oui, 69, 70, voire 71, 50. Et pour l'instant, je laisse faire, surtout j'attends que la poussière retombe un peu, car c'est extrêmement volatile. Il y a des mèches dans tous les sens. Néanmoins, on a quand même des belles réactions sur les zones. La zone mensuelle a quand même bien réagi derrière, donc il y a quand même des acheteurs qui défendent ce niveau. Maintenant, reste à savoir où sera la borne haute du range. Soit ici, soit un peu plus haut. Voilà. Pareil, à surveiller, mais globalement, je pense que on est dans une phase de rebond, et ce rebond pourrait continuer encore un peu pour aller chercher vraiment les niveaux clés de résistance que je viens d'évoquer. Le Bitcoin. Bon, rien à dire, à part qu'on l'a vu en log, comme je vous le disais hier, surtout ça qui m'intéresse pour le coup sur le BTC, cette vue en logarithmique qui est quand même assez intéressante d'un point de vue technique. Je l'ai supprimé car je travaille essentiellement en échelle arithmétique. L'échelle logarithmique, c'est essentiellement pour une vision à long terme des graphiques, où effectivement, quand vous avez un actif qui a démarré quasiment à $1 et qui s'est retrouvé à 70 000 $, donc pour avoir une vision long terme, effectivement, ça permet de prendre du recul. Mais j'aime bien utiliser la vue logarithmique sur des graphiques qui ont plus de 10 ans. De manière générale, je travaille quand même en vue arithmétique, enfin sur l'échelle oui, arithmétique, linéaire, pardon. Et ici, donc, on est quand même sur un beau niveau, comme toujours. Donc, tant qu'on est au-dessus de cet oblique, pour moi, le niveau d'alerte, enfin la dégradation de la tendance, ce serait une incursion sous les 53 250 $. Pour l'instant, ça tient, on a un beau canal, la zone de support est préservée, mais maintenant, comme vous le savez, j'aimerais en fait qu'on repasse au-dessus de cette bougie-là. Et ça, c'est un niveau important pour moi, qu'on repasse au-dessus de là où le flux baissier a débuté. Alors sur l'Ethereum, on est repassé au-dessus, donc c'est plutôt encourageant pour la suite, mais sur le BTC, voilà, il traîne un peu la patte, il est assez fébrile, il sous-performe, mais effectivement, si on repasse au-dessus de cette bougie, ça devrait libérer le potentiel aussi à venir, un peu comme sur l'Ethereum. Néanmoins, il n'y a rien d'alarmant pour autant. Je passe toujours pas baissier, j'estime qu'on est dans une vague corrective au sein d'une tendance primaire haussière. Un peu comme ici, vague corrective, ça repart, vague corrective. Maintenant, pareil, deuxième élément, ce serait de franchir un peu ce fameux canal juste ici, cassé par le haut ce niveau. Et là, ce sera intéressant pour espérer un redémarrage en direction des 66 000. Pourquoi pas aller chercher un peu plus haut, 80 000 derrière. Maintenant, il faut affiner en données 4 heures. Et on est encore sous ce fameux gros canal. Ici, on a eu la fausse cassure. Et là, c'est la bataille dans le range. Range 4 heures. Encore une fois, si vous êtes un investisseur long terme DCA, eh bien, pourquoi pas tenter de rentrer ici. Hein. Généralement, vous n'avez pas de stop loss. Vous êtes un investisseur long terme. Si vous pensez que le BTC va continuer de grimper,
eh bien, ça peut offrir, ça permet de lisser vos points d'entrée, ça peut offrir quand même un bon niveau. Maintenant, en trading, bien évidemment, c'est sur signal. Donc, sur signal, pour moi, ce serait une sortie par le haut de ce canal baissier avec une bougie flux impulsive et directionnelle qui clôturerait au-dessus des 58 350. Si possible, au-dessus de cette bougie-là. Là, ce serait juste parfait. Et si on a bien cette bougie qui clôture au-dessus de cette bougie-là, directionnelle, flux, impulsive, alors je pense que le BTC devrait redémarrer et déclencher une nouvelle vague de hausse. Voilà mon scénario sur le BTC. Maintenant, il faut se montrer patient et attendre la confirmation du signal. L'Ethereum, je vais enlever la vue en log, repasser en linéaire, mais bon, on est venu pullbacker l'ancien top, pareil, là où tout a débuté, l'ancien sommet de la bougie avant la dégringolade de vendredi dernier. Mais bon, je reste très positif sur l'Ethereum. Pour moi, je vise toujours 5235 et invalidation sous les 3900. 3900, 5235 et TP2, ce serait 6100. Pour l'instant, c'est propre. Autant le BTC, comme je vous le disais, on a vraiment une sous-performance, mais autant l'Ethereum, c'est solide, c'est robuste, la zone a bien tenu. Donc, je pense qu'il faut privilégier toujours et encore les achats dans le sens du flux. Si vous êtes rentré ici, eh bien c'est parfait, vous profitez de la récente embellie. Sinon, pour moi, ce serait d'attendre la cassure de l'ancien plus haut historique. Et peut-être qu'on va partir sur une tasse avec Hans. Pourquoi pas? Bon, elle n'est pas très belle, on n'a pas un bel arrondi ici, mais je pense que si on casse une nouvelle fois ce niveau, on aura un signal technique haussier avec un stop un peu plus court pour aller chercher les 5235. Et à plus long terme, les 6100 $. En tout cas, ça reste l'un de mes objectifs sur l'Ethereum, vers les 6000 $. Mais là, à court terme, je vise toujours ce niveau. La bougie hebdomadaire, bon, est plutôt propre. Effectivement, hein, on est dans un micro-range. Donc, est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation de distribution? Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une phase d'accumulation et que la sortie par le haut de ce range devrait propulser l'Ethereum vers les différents objectifs, donc celui-ci et celui-là. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point complet sur la planète finance.